Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler un tout petit peu de la guerre en Ukraine et faire un petit bilan d'étape de à peu près une semaine de guerre en Ukraine. Avant tout, je vous invite à à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, je vous fais cette petite vidéo sur la guerre en Ukraine, un point d'étape comme ça après une semaine de guerre. Donc, comme vous le savez, Poutine a envahi l'Ukraine jeudi dernier en envoyant des troupes à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, tout le long de la frontière, mais aussi, grâce à l'aide de la Biélorussie, il a aussi envoyé des troupes, du coup, à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, donc au nord de l'Ukraine. De toute façon, je vous avais dit dans la dernière vidéo, avant que la guerre n'éclate, je vous avais dit que il y avait un accord entre des exercices militaires entre la Biélorussie et la Russie pour voir si les armées s'entendraient sur le terrain. Donc que c'était quasiment sûr que la Biélorussie était dans le camp des Russes et qu'il s'agissait pour la Biélorussie d'aider la Russie à prendre l'Ukraine, notamment par son armée, mais aussi du coup par la frontière biélorusse, puisque la Biélorussie autoriserait l'arrivée des troupes russes sur son territoire afin de permettre à l'armée russe de prendre l'Ukraine par la Biélorussie aussi, en plus de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà, donc ça, si vous voyez un peu la carte, de toute façon je la mettrai en post-production. La Biélorussie se trouve au nord de l'Ukraine et la Russie se trouve à l'est, au nord-est de l'Ukraine. Donc vous avez comme ça toute une boucle comme ça où l'armée peut arriver par les frontières comme ça de ce côté, par l'est de l'Ukraine. À l'ouest, c'est pas possible, puisqu'à l'ouest, c'est les pays qui ne sont pas alliés de la Russie. Donc, ça va être la Pologne et tous les autres pays un peu des Balkans de l'Est qui ne sont pas alliés avec la Russie, qui sont plus soit dans l'Union européenne, soit dans l'OTAN d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne sont pas alliés de la Russie, puisque la Russie n'est pas dans l'OTAN. Et c'est d'ailleurs ça le fond du problème qui a créé la guerre, c'est-à-dire que la Russie voulait repousser l'OTAN et ne pas autoriser l'Ukraine à rentrer dans l'OTAN. Parce que, l'Ukraine ayant une frontière avec la Russie, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, l'OTAN arrive à la frontière avec la Russie, et donc c'était ça le début du problème. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé un peu global pour vous expliquer. Il faut quand même savoir que la Biélorussie, la frontière avec le nord, et au nord, c'est la capitale, c'est Kiev. Donc le fait que les Russes puissent passer par la Biélorussie, ça a permis aux troupes russes de prendre l'Ukraine par le nord et donc d'aller vers Kiev, qui se trouve à très peu de kilomètres de la frontière avec la Biélorussie. Donc voilà, c'était ça. En tout cas, c'était le but dès le départ. Si vous avez un tout petit peu suivi les infos, de toute façon, tout le monde a mis une carte avec la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. Et donc, vous avez pu voir que à partir du moment où les Russes étaient en Biélorussie, il s'agissait de descendre vers Kiev, la capitale. Ça, c'était le but premier. Et de toute façon, rien qu'à regarder la carte, vous voyez des flèches entre la Biélorussie et la capitale ukrainienne, Kiev. Ça, c'est vraiment la base de la base. Kiev, la ville de Kiev résiste. Les Russes sont autour de la ville de Kiev en train d'essayer de passer à l'assaut sur Kiev, mais les personnes, les civils notamment, mais aussi l'armée ukrainienne, ils résistent dans Kiev et ça fait une semaine que l'armée russe essaye d'entrer dans Kiev et que l'armée russe n'y arrive pas parce que les gens résistent, donc notamment les hommes, puisque vous avez aussi peut-être un peu vu, les femmes et les enfants ont été évacués de plusieurs grandes villes et même de beaucoup d'endroits d'Ukraine pour aller soit vers l'étranger, soit dans les sous-sols, soit vers l'ouest de l'Ukraine, là où il y avait moins de combats. Donc ceux qui sont restés, ce sont les hommes de 18 à 55 ans, me semble-t-il, ou 60 ans, puisque c'est le président qui l'a demandé comme ça. Et tout le monde est parti se protéger, sauf les hommes qui sont partis se battre. Et donc ce sont eux qui résistent face à la Russie, et ce sont eux qui font que Kiev n'est pas encore prise par la Russie. Je pense que Poutine s'attendait à ce que Kiev tombe beaucoup plus rapidement, et ça n'a pas encore été le cas. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que ce soit pris beaucoup plus rapidement que ça, et parce que la Russie comporte une armée, un arsenal militaire important et développé, et tout le monde s'attendait à ce que Kiev tombe rapidement. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Ça fait une semaine qu'ils essayent de prendre la capitale et ça n'est pas encore. L'Ukraine, Kiev résiste encore.
Il faut savoir que la Russie va aussi obtenir l'aide de l'armée tchétchène, puisque la Tchétchénie est considérée comme une enclave russe en Europe qui est totalement soumise à la Russie, notamment par son président Kadyrov, Ramzan Kadyrov. On va voir comment la Tchétchénie va agir dans les prochains jours. Mais ils ont, en tout cas, Kadyrov a rassemblé son armée. On a vu des images de Kadyrov en train de rassembler ses armées. Et on va voir un peu comment ça se goupille au niveau des Tchétchènes. Ils sont très très craints parce que ils ont la réputation d'être des gens violents et une armée violente. Donc on va voir comment ça se goupille. En tout cas, c'est la réputation qu'ils ont. À ce stade, comme ils sont pas encore intervenus dans le conflit, on ne sait pas du tout comment ça se passe quand ils sont là, quand ils sont dans les conflits armés. Mais en tout cas, il y a des craintes parce qu'ils ont la réputation d'être particulièrement violents. On va voir comment ça se passe. Ça aussi, il faut prendre avec des guillemets parce que ils sont pas encore intervenus, donc on ne sait pas encore comment ça se passe quand ils sont sur le terrain. Les Russes ont réussi à prendre la ville de Kharkiv en détruisant beaucoup de bâtiments civils notamment. Et vous savez que avant même la guerre, la Russie a reconnu les républiques de Donetsk et de Lugansk, ce qui étaient des provinces ukrainiennes. Ils ont envahi ces deux régions ukrainiennes, ils les ont reconnues politiquement, administrativement comme des républiques indépendantes. Ce sont des républiques reconnues uniquement par la Russie, mais pas par les autres États. Et ça a été la première étape avant la guerre. Donc il faudra aussi s'interroger à ce qui se passe dans ces républiques de Donetsk et de Lugansk qui sont dans la région du Donbass, dans la région ukrainienne du Donbass, qui avait déjà été envahie par la Russie, par l'armée russe avant le début de la guerre. Et avant le début de la guerre, la Russie avait reconnu les républiques de Donetsk et de Lugansk, qui étaient des républiques ukrainiennes séparatistes, plutôt pro-russes ou du moins russophones et que la Russie voulait prendre à l'Ukraine. Et après avoir pris ces territoires-là en envahissant par l'armée, ils ont ensuite déclaré la guerre à l'Ukraine. Donc il faudra voir ce qui se joue. Même si la guerre se termine, il faudra voir ce qui se joue avec ces territoires du Donbass. Il faudra voir ce qui se joue avec la Crimée, qui a aussi été annexée en 2014. Donc il faudra voir en termes de politique et de territoire, qu'est-ce qui se passe, même y compris après la guerre. Alors, il faut savoir que la guerre, elle était à certains points de vue un peu inattendue, ou en tout cas un peu rapide par rapport aux attentes. Mais il faut quand même savoir que il y avait beaucoup de discussions avant que la guerre commence. Il y avait quand même énormément de discussions sur notamment, donc je disais, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il faut savoir que euh, normalement, donc l'OTAN a été créée en 1949 pour faire rentrer l'Europe dans le giron américain, notamment dans le giron militaire américain. Et il a été fait, cette OTAN, cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour garder donc l'Europe occidentale dans le giron américain d'un point de vue militaire, et surtout pour éviter que ces pays ne tombent du côté de la Russie. Et pour être capable aussi de se défendre en cas de conflit avec la Russie. Donc il s'agissait de se défendre contre l'URSS. Et donc l'URSS a créé le pacte de Varsovie, donc c'était aussi une union militaire qui incluait tous les pays de l'URSS, histoire de contrer l'OTAN. Ce sont donc devenus deux blocs militaires qui, en cas de conflit, étaient en capacité de s'affronter en impliquant plusieurs pays. Et le pacte de Varsovie, donc comme vous le savez, puisque l'URSS est tombé entre 89 et 91, du coup, par définition, le pacte de Varsovie, qui était le pacte de l'URSS, est tombé avec la chute de l'URSS entre 89 et 91. Donc normalement, l'OTAN qui avait été créée pour aussi lutter contre la Russie et le pacte de Varsovie, normalement l'OTAN n'a plus de raison de vivre. Donc normalement l'OTAN aurait dû s'arrêter de vivre à ce moment-là en même temps, et l'OTAN est restée. Et donc là, il y a eu des engagements de la part des Occidentaux de ne pas laisser l'OTAN s'étendre aux pays de l'Est qui étaient anciennement dans le pacte de Varsovie. On a promis à la Russie de ne pas faire venir l'OTAN à ses frontières, puisque de toute façon, l'OTAN a été fait pour lutter contre la Russie au départ. Donc on a promis, puisque ça n'avait plus de sens, puisque le pacte de Varsovie était tombé, ça n'avait plus de sens de garder l'OTAN pour lutter contre la Russie. Donc on a promis que même si on gardait l'OTAN, on a promis à la Russie que même si on gardait l'OTAN, on n'allait pas étendre l'OTAN vers ses frontières et on n'allait pas l'attaquer. Or, l'OTAN s'est étendue à plusieurs pays de l'Est, dont la Pologne par exemple, ou l'Allemagne, etc.
Et il y a plusieurs pays de l'Est qui sont rentrés dans l'Union européenne et qui sont en même temps rentrés dans l'OTAN. Donc, la Russie s'est dit, enfin, via Poutine, mais pas que, il y a des promesses donc qui n'ont pas été tenues. C'est ça le point de départ. Donc, Vladimir Poutine, ces derniers temps, avant la guerre, juste avant la guerre, son propos, c'était de dire l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN parce que l'Ukraine est un pays frontalier. Donc, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça fait une base militaire de l'OTAN à mes frontières. Donc, lui, il dit faites en sorte de ne pas faire rentrer l'Ukraine, puisque de toute façon, vous n'avez pas tenu vos promesses en faisant rentrer les pays de l'Est dans l'OTAN. Donc, je ne veux pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et pourtant, euh, notamment le secrétaire d'État Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, lui, il disait non, c'est pas négociable. S'il y a une candidature ukrainienne à l'OTAN, on va garder la candidature ukrainienne, même si l'Ukraine n'est pas encore dans l'OTAN, la candidature reste viable. Donc, ça n'était pas négociable. Donc, vous poussez Poutine dans ses retranchements. Et pourtant, au départ, les, les demandes de Poutine ne sont pas si irréalisables que ça. C'est pas du tout totalement fou ce qu'il dit, puisque normalement l'OTAN n'est plus censé exister. Donc il ne voulait pas de l'OTAN à ses frontières, puisque l'OTAN a été créée pour lutter contre les Russes. Et que l'URSS est tombée. Donc normalement, il avait pas tort dans ses propos en disant que l'OTAN n'a rien à faire à ses frontières. Et les Occidentaux ont poussé Poutine dans ses retranchements refusant, en refusant de négocier sur l'entrée peut-être éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc déjà, on a quand même un problème sur la parole donnée par les Occidentaux. Je ne dis pas que les Occidentaux ont provoqué la guerre, parce que là, décider d'une guerre pour un chef d'État, vous êtes tout seul dans une pièce, et ça relève de la solitude du chef d'État que de déclarer une guerre. Ça relève de la solitude du chef d'État, ça relève de sa conscience, peut-être même de sa folie, on ne sait pas. Mais il y a un contexte, il ne faut pas oublier le contexte, il ne faut pas oublier les responsabilités, et il ne faut pas être binaire dans ce conflit-là. Et ce que je viens de dire là, ça a été très très peu dit à la télévision. À la télévision, tout le monde est europhile, tout le monde est ukrainophile, tout le monde est Zelensky-ophile, tout le monde dit que Zelensky c'est le héros du siècle. En plus, Zelensky, il fait des demandes, il signe des demandes pour entrer dans l'Union européenne, il signe des demandes pour entrer dans l'OTAN, etc., etc. Donc il manifeste son envie d'entrer dans le camp des Occidentaux, etc. Pendant ce temps-là, on se gargarise, ah mais Poutine est fou, mais les Occidentaux et les Européens montrent leur solidarité, et ils montrent leur force et à quel point ils sont ensemble renforcés, ils montrent qu'ils sont forts à 27 et qu'ils ils sont en vraie communauté. Mais déjà, l'Europe ne réagit pas militairement, ni l'Europe, ni les États-Unis, ni l'OTAN, puisque de toute façon, l'Ukraine n'est ni dans l'Europe, ni dans l'OTAN. Donc personne ne va y... Et puis de toute façon, clairement, même si l'Ukraine était dans l'OTAN, politiquement, ça aurait été difficile de dire aux Français ou aux Américains, vous allez mourir pour l'Ukraine. De toute façon, politiquement, c'est très peu soutenable pour les opinions publiques. Donc on est là à faire des grandes déclarations et à traiter Poutine de fou et à dire que c'est Poutine le nouvel Hitler, que c'est Poutine etc., le fou, le taré, qui devient fou, qui veut la mort de Zelensky, ce qui est peut-être vrai. Mais il faut, dans ces cas-là, si vous parlez de la faute de Poutine d'avoir déclaré la guerre, il faut aussi parler de la responsabilité des Occidentaux et des Européens qui ont très mal négocié cette histoire de l'OTAN et de l'Ukraine, et qui en plus derrière ne sont pas foutus d'aller aider militairement l'Ukraine, parce que les traités de toute façon ne les y autorisent pas, et même si les traités les y autorisaient, il serait difficile de soutenir aux opinions publiques qu'on va aller mourir pour l'Ukraine. Donc même s'il y avait eu le traité, ça aurait été compliqué d'envoyer des troupes. Et que de toute façon, personne ne veut le faire. Aucun chef d'État ne veut le faire. Et donc tout le monde, là, tous les chefs d'État, ils surveillent s'il n'y a pas des Français ou des nationaux de certains pays pour qu'ils ne se fassent pas tuer. Parce qu'ils surveillent, parce qu'ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas être obligés d'y aller. Donc ils font très attention à ce qu'aucun, par exemple, Français ne soit tué, aucun soldat français ne soit tué, aucun civil français ne soit tué, pour surtout ne pas avoir à y aller. Parce que c'est ça la vérité,
on fait des déclarations d'intention, on applaudit Zelensky à l'Union européenne en visioconférence, mais bien sûr, on s'assure que tout ça reste en visioconférence. On n'envoie pas les gens, on n'envoie pas les militaires de chaque pays. Donc, vous avez certainement vu qu'il y avait des colonnes de chars russes qui étaient arrêtées dans la campagne russe, dans la campagne ukrainienne, parce qu'ils étaient en manque de carburant. Donc, ça montre quand même un début de désorganisation. On a vu que Kiev résistait, donc ça veut dire que c'est pas si bien préparé que ça du côté russe. Apparemment, on parle de certains soldats russes qui savent même pas pourquoi ils sont là et qui, quand ils arrivent devant les gens, ils reculent, ils attaquent pas trop. Ça a l'air d'être pas préparé correctement du côté russe, donc ce qui permet aux Ukrainiens de résister. Donc apparemment, on pense que Poutine aurait des velléités d'attaquer Zelensky et sa famille, de tuer Zelensky pour pouvoir mettre un autre chef d'État à la botte des Russes en Ukraine. Peut-être que c'est vrai. Ça, c'est une piste à voir parce qu'il a quand même traité le gouvernement ukrainien de gouvernement nazi et de drogué. Il y a beaucoup de sanctions financières qui ont été prises, notamment des sanctions sur le jet des avoirs des oligarques dans les banques européennes, notamment. Il y a eu un débat sur le système d'échange bancaire SWIFT, qui est un système mondialisé qui permet les échanges, les virements d'argent entre les banques internationales, entre chaque banque, et qui permet à tout le monde de virer n'importe quel argent de n'importe quelle banque vers n'importe quelle banque. Il a été question de virer la Russie donc des échanges SWIFT, mais il y a plusieurs pays qui étaient contre, notamment l'Italie et l'Allemagne, parce qu'ils font beaucoup d'affaires avec la Russie. Donc, si on exclut la Russie du système SWIFT, ça veut dire que, par exemple, on ne peut plus acheter les énergies, etc. Donc, ça a posé des problèmes. Et apparemment, on a exclu un certain nombre de banques du système SWIFT, mais pas toutes. Donc, voilà, il faudra regarder, il faudra être attentif à ça. Parce qu'à un moment donné, il a été question pour Vladimir Poutine, via les organisations avec la Chine et le Brésil, donc l'ASEAN et tout, avec l'association des pays asiatiques, avec les BRIC, il a été question à un moment donné, il y a quelques années, pour lui de créer un autre système, un système alternatif à SWIFT. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il préparait déjà l'éventualité d'être exclu, Poutine. Donc je pense qu'il s'agissait aussi d'accumuler beaucoup de réserves d'argent et de matières premières en Russie, sur des comptes de banques russes pour être prêt en cas de conflit et en cas de sanctions économiques, à être prêt à survivre. Donc il faut surveiller cette histoire de SWIFT et il faut surveiller de savoir s'il n'y a pas l'émergence d'un autre système de paiement qui comprendrait uniquement les pays de l'Asie ou les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde ou la Chine. Donc, il faudra surveiller ça. Les Français ont peur de voir une augmentation des prix de l'alimentaire et de l'essence, puisque il va y avoir des problèmes au niveau du blé, des céréales, du gaz, du pétrole russe. Voilà, donc on sait que les Russes bloquent l'acheminement de céréales. Donc, on va se demander si ça va faire augmenter le budget des Français et des Européens. Et voilà, on attend l'allocution de Macron à 20h. Donc voilà, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo.